L'Afrique a besoin de son élite, le monde a besoin de l'Afrique pour exister. Est-ce nous pouvons compter sur un nouveau leadership en Afrique? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mon invité que nous allons tenter de décrypter toutes les questions liées à l'actualité, la francophonie en République démocratique du Congo, l'actualité mondiale. Parlons-en. C'est avec Monsieur Henri Désiré Nzouzi, lui qui est expert en politique étrangère. Il est dans plusieurs choses. On préfère seulement prendre cette qualité. Alors, Monsieur Henri Désiré Nzouzi, soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir, Delphin. La première question, on vous appelle Henri Désiré Nzouzi. J'aimerais comprendre, vous êtes Congolais de père et de mère? De père et de mère, absolument. J'irais même de grand-père et de grand-mère, et j'irais même plus loin, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. C'est ça l'exercice que Némanda Nsemi m'avait demandé de faire avec mes invités. C'est un peu de nous parler un peu de vous. C'est compliqué de parler de soi parce que je crois qu'il faut laisser aux autres le soin de se forger une opinion sur ce que vous êtes en réalité. Mais si je devais parler de manière triviale, je dirais que je suis un homme profondément engagé et passionné par ce que je fais. Je suis obsédé par la promotion, l'amélioration de l'image de mon pays, qui me tient très à cœur, et je me bats bec et ongle chaque jour pour que cette image soit valorisée en interne, mais surtout à l'international. Je suis un papa heureux, j'ai 3 filles. Je viens de boucler mon premier quart de siècle de mariage, et donc voilà. J'ai appris que 25 ans 25 ans, 25 ans de mariage. J'ai vu une publication comme ça, je me suis dit, waouh, 25 ans, ce n'est pas peu. Écoutez, on essaye. Voilà, vous essayez, mais quelqu'un m'a dit, vous recevez la star mondiale. C'est Monsieur Henri Désiré Nzouzi. J'ai dit, pourquoi la star? Il dit non. Le monde entier a suivi ce qu'il a fait. Vous étiez le présentateur phare de la cérémonie mondiale ici en République démocratique du Congo, la francophonie. Est-ce vous ou soit on a confondu la personne? C'était bien moi, votre humble serviteur. Je n'étais pas seul, je partageais la scène avec Madame Elowala. Madame Elowala, oui. Tout à fait. Et donc, une femme très compétente. Oui, tout à fait brillante. C'est avec beaucoup de plaisir et surtout de gratitude que nous avons eu à assumer ce rôle très important à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Et je le disais d'ailleurs dans mon propos, c'est l'agenda, en fait, l'international qui est à l'agenda de la RDC, et non pas le contraire, parce que c'est la RDC qui recevait le monde. Et c'était une responsabilité écrasante que de pouvoir être le témoin privilégié de ce moment très important. Le moment de la francophonie. Monsieur Philémon, si je peux avoir ici la présentation de la francophonie avec Monsieur Henri Désiré Nzouzi. Ce n'est pas pour rien que je vous ai posé cette question. Quelqu'un m'a dit, avant même la francophonie, les gens pensaient que la RDC n'allait pas présenter la belle image de la République démocratique du Congo. Mais vous étiez à la présentation, vous avez dit des choses. Ce que vous avez dit, c'est ce que vous pensez ou c'est ce que la RDC reflète? Je dirais un peu des deux, parce que, je l'ai dit, la RDC est à la croisée des chemins, c'est un moment particulier. Il était important qu'au-delà du faste de l'événement, les gens se souviennent que c'est un pays profondément résilient dans sa capacité à rebondir, et que c'est ce pays... C'est ce pays justement qui, en dépit de ses difficultés, accueillait la grande famille francophone. La grande famille francophone, je me permets quand même de vous poser cette question. Il y a une Rwandaise qui m'a écrit en disant, Monsieur Delphin, mais pourquoi vos autorités, vos leaders, à chaque occasion, profitent toujours de salir notre pays? Pourquoi, dans le discours du chef de l'État, il a encore cité le Rwanda, et vous également, vous avez aussi cité nos agresseurs,
Et vous politisez tout, même la francophonie, vous avez récupéré ça et vous avez mis un peu de la politique à l'intérieur. Non, il n'y a pas de récupération. Vous savez, en 2023, il faut savoir nommer les choses. Alors, évidemment, il y a des circonstances au cours desquelles cela est moins conseillé, pour des raisons de courtoisie diplomatique. Mais on ne va pas se voiler la face. Il y a une situation, on ne va pas non plus faire l'autruche. Mais je ne pense pas que l'on insulte le Rwanda. Je pense plutôt que l'on met en avant une forme de responsabilité. Et il appartient aux uns et aux autres, et là, je pense évidemment à la communauté internationale, d'apprécier ce niveau de responsabilité. Voilà, rien de plus. Qui gagne la RDC en organisant la francophonie? Les opposants en République démocratique du Congo pensent que c'est du gaspillage. Les pays passent des moments très critiques. Le pouvoir d'achat pose problème. Notre économie est au rabais, a de difficultés, mais vous dépensez autant de millions pour organiser la francophonie. C'est pour la jouissance? D'abord, la décision d'attribuer les Jeux n'a pas été prise le 27 juillet, c'est-à-dire la veille. C'est depuis 2019, donc il faut déjà être un peu sérieux à ce niveau-là. Je pense évidemment à ceux qui se perdent en conjecture. Nous avons eu 4 ans pour les préparer. Nous avons connu 2 reports, dus notamment à la crise de la Covid. Ensuite, en 2022, nous avons signé un avenant au cahier des charges pour l'organisation de ces Jeux et nous avons respecté les délais. Tout le monde prédisait la catastrophe. Vous avez suivi la cérémonie de l'amateurisme, et ainsi de suite. Voilà, bon, beaucoup de choses ont été dites. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit dans son propos. Il y aura certainement des manquements, des insuffisances, mais la volonté, la détermination de la RDC à organiser les Jeux a été intacte à chaque instant. Et je pense que sans l'accompagnement du chef de l'État, du gouvernement, sans la détermination du directeur du Comité national des Jeux, sans l'engagement des partenaires, cela n'aurait pas été rendu possible. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des compétitions qui se font. On est en train de décerner des médailles d'or, d'argent, de bronze à des athlètes qui ont fait le déplacement. Je pense que c'est un débat qui me paraît un peu surréaliste, pour ne pas dire obsolète, dès lors que nous sommes en plein jeu de la francophonie et nous les clôturons. Est-ce pour la jouissance ou c'est quoi l'intérêt? Voilà pourquoi les gens posent des questions. Qui gagne la RDC? Un événement de dimension internationale est toujours une vitrine pour le pays qui l'organise. Ce qui est valable pour la France l'année prochaine avec les JO de Paris, l'était en 2021 pour le Japon lors des JO. Donc c'est toujours une opportunité pour le pays qui l'organise de mieux se vendre à l'international, de montrer les efforts qui sont faits dans différents domaines et surtout d'accueillir un tel événement qui démontre à la fois notre savoir-faire, notre engagement et surtout notre implication et notre participation dans le concert des nations. Je crois que c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. J'ai suivi une vidéo sur Kili d'une femme malgache en train de dire qu'on ne mange pas bien, ainsi de suite. Sur le plan de l'organisation, est-ce un échec ou vous le faites à dessein pour privilégier les Congolais à avoir de médailles? Vous ne nourrissez pas bien les autres? D'abord, moi, je trouve un peu dommage que... Vous avez suivi la vidéo? Oui, j'ai vu. Je trouve un peu dommage comme ça qu'on exploite ce genre de vidéos pour salir l'intégrité des Jeux. Il y a effectivement eu quelques soucis d'organisation, mais qui ne remettent pas en cause la bonne tenue de ces Jeux. Je crois que c'est ça qui est finalement important. Et la même dame a fait une autre vidéo plus tard pour dire que les choses s'étaient améliorées. Je déplore simplement cette manière de communiquer. Elle a été forcée à faire cette vidéo? Je ne sais pas si elle était forcée. Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Je dis simplement que nous aurions pu faire l'économie de ce genre de vidéo. Puisque au final, cette dame a refait une vidéo, on l'a vue en train de manger. Bon, très bien, bon appétit, madame. Mais bon, je ne vois pas quel était l'intérêt de médiatiser un épisode comme celui-là qui aurait pu se régler en interne. Mais bon, l'important, c'est que les choses soient rentrées dans l'ordre. Vous pensez que c'était une récupération politique des opposants? Bon, certainement une récupération. Je ne dis pas que les opposants ont mandaté cette dame, mais je pense que l'occasion était trop belle pour une certaine opposition de rebondir là-dessus. Tout est bon à prendre. Alors,
construire les infrastructures, c'est bien pour la République démocratique du Congo. On a vu notre Ça stade... apparaît sur l'avenir, hein, je rappelle quand même, parce qu'avec ces infrastructures, il y aura un On peut voir après. les images des Il y infrastructures. aura un après-jeu des francophonies, Oui, c'est oui. ça qui est important. Un après-jeu de la francophonie, mais on a vu Tata Raphaël être réhabilité, on a vu le Stade de Martyrs et autres, mais la question que les opposants aussi se posent, j'ai reçu plusieurs personnes, ils nous ont dit oui, bien pour les spectacles, mais les régimes seraient incapables d'entretenir ces infrastructures parce que on n'a pas assez de moyens. Est-ce vous avez aussi prévu après le jeu comment conserver ces infrastructures? Je pense que quand on est responsable et que l'on s'engage dans des chantiers de cette nature, on prévoit effectivement tous les mécanismes et les moyens nécessaires pour pouvoir l'entretenir. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi à cette opposition qui adore poser des questions et parfois même y apporter des réponses, de pouvoir faire aussi cet effort d'objectivité plutôt que de tirer sur l'ambulance. Je crois que les Jeux, c'est une occasion de cohésion nationale et je trouve assez dommage que certains surfent sur des difficultés que l'on a pu observer ça et là pour essayer de noircir le tableau. Sur le plan de l'organisation, sur 10, les RDC peut avoir combien? 8, 10? Ah 4, non, mais moi 5, je mettrais... en termes d'organisation? Oui, oui, en termes Ah non, mais moi je... d'organisation. En tout cas, pour ce qui est visible, en tout cas, moi je mettrais sans hésiter un 8 sur 10. Ah oui, sur 10. Absolument, oui. Et les deux? Et les deux? Bah, écoute, il faut évidemment peu faire mieux, comme on dit, hein, mais l'objectif, selon moi, est largement atteint. Pour des gens qui avaient pronostiqué une catastrophe, je trouve que voilà, ces personnes devraient plutôt revoir leur copie. Et le pays qui ont refusé de venir, vous regrettez à leur place? Écoutez, moi je ne suis pas à la place de ces pays-là, ni de ces gouvernements qui ont décidé de réduire la taille de leur délégation. Je ne blâme pas ceux qui ont décidé de boycotter pour les raisons qui sont les leurs. Mais je pense que ces pays sont probablement en train de faire leur examen de conscience et se rendre compte finalement que leur décision était peut-être prématurée. Alors, M. Henri Désiré, avant de passer à autre chose, je ne peux pas oublier cette question parce que c'est parmi les lots des questions que j'ai reçues. Les gens m'ont dit oui sur les plans de l'organisation. Les autres ont donné même 9, les autres 10, les autres sur 8. Mais il y a des questions qui sont revenues un peu plusieurs fois sur nos téléphones, dans nos téléphones, en disant, vous avez mis les moyens pour l'organisation, mais pas pour la préparation. La prévanée, l'équipe de basket des femmes, ils ont été éliminés prématurément. Il y a aussi nos athlètes, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Alors, on sent l'impréparation. Expliquez-moi dans ces conditions, comment se fait-il que nous ayons des médailles d'or dans la lutte, nous avons dans les concours culturels, nous avons des médailles de bronze et d'argent. Je crois que tout ça... Vous savez, on peut faire une sorte d'inventaire et choisir ce qui nous arrange, etc. Je ne souhaite pas répondre à cette question parce que vous avez vous-même la réponse. Nous avons, à l'heure actuelle, atteint, et c'est un record pour la RDC, jamais la RDC, dans le cadre des Jeux de la francophonie, n'a engrangé autant de médailles, toutes disciplines confondues. Et je pense que ce bilan-là, que nous ferons dimanche au soir, sera une réponse ferme et définitive à tous ceux qui surfent sur les difficultés et qui préfèrent noircir le tableau. La dernière question, peut-être que ça ne vous concerne pas, comme un Congolais, oui. Quelqu'un qui suit aussi l'actualité de son pays, ça vous avait fait quoi quand vous avez vu un artiste congolais, Ferregoula, avec ses fans, qui ont créé une actualité en disant Ferre devait ouvrir la cérémonie d'ouverture de la francophonie, vous étiez dans l'organisation, et c'est fait que Ferre n'était pas là, et puis par après, vous vous êtes rattrapé en lui faisant signer un contrat pour la clôture. Ça pouvait être évité, non? Écoutez, toute œuvre humaine est perfectible, mais je déplore que ce débat soit survenu en plein milieu des Jeux. Je
pense qu'il y a des choses que nous pouvons régler en interne. C'est bien pour ça qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Donc étaler de telles divergences sur la place publique ne nous rend pas service. Merci, Monsieur Désiré Nzouzi. C'était la première partie de l'émission concernant la francophonie, mais parlons-en. Je précise que mon invité d'aujourd'hui, il est expert en politique étrangère. Il est dans plusieurs choses, mais parce que vous, les Africains, vous m'avez demandé de l'inviter par rapport aux questions qui concernent l'Afrique. Parlons-en avec Monsieur Henri Désiré Nzouzi. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'abord du Congo d'en face. Et Monsieur Philemon, si je peux avoir la photo de Monsieur Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazza. Monsieur Henri Désiré Nzouzi, certains Congolais s'énervent. La photo, il est avec Kagame. J'aimerais bien cette photo. Les Congolais s'énervent parce que le Congo-Brazza, le président Sassou, a signé un contrat avec le Rwanda, qui est le pays ennemi de la RDC, de 25 ans, en amenant certains Rwandais au bord de notre fleuve. Et pensez-vous que les Congolais ont raison de s'énerver? Non, pas du tout. D'abord parce que la République du Congo, le Congo-Brazzaville, est un État souverain qui souscrit librement aux engagements internationaux et qui entretient des relations diplomatiques avec beaucoup de pays. Et le Rwanda ne fait pas du tout exception. Donc nous sommes là dans le cadre de relations bilatérales entre États. Que certains Congolais s'énervent, bon, c'est peut-être de bonne guerre, mais il ne faut pas oublier que les États sont d'abord et avant tout souverains et qu'ils ont la capacité à pouvoir nouer des partenariats, des alliances avec qui ils veulent. À l'inverse, je vous dirais que quand, par exemple, nous avons des relations plutôt suivies avec la Chine ou la Russie, cela peut effectivement énerver d'autres pays occidentaux, mais nous sommes là dans le cadre tout à fait normal de relations, et donc ce que nous imposons à nous-mêmes, nous devons l'accepter pour les autres. Donc il est normal que la République du Congo puisse approfondir sa relation, son partenariat avec le Rwanda, tant que cela ne contrarie pas nos intérêts. Parce qu'encore une fois, avant de crier au loup, il faut d'abord voir ce que cela implique pour nous, même si le Congo-Brazza est un pays voisin. Voilà, Monsieur Henri Désiré, le Congo, c'est un pays qui se victimise un peu trop, si je peux dire ça ainsi, en disant que notre armée a été infiltrée. Il y a des voisins qui font en sorte que les étrangers puissent nous faire souffrir. Pensez-vous que le Congo n'a pas de raison d'avoir peur au moment que nous savons que notre armée a été infiltrée aussi par des Rwandais? Il y a eu des chefs d'état-major rwandais dans notre pays, en ayant tout près de nous, autant de Rwandais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dangers? D'abord, il faut poursuivre, à mon sens, cet effort qui a été engagé depuis plusieurs années maintenant, même si cela s'est fait à un rythme que nous pouvons considérer comme lent. C'est celui de la réforme, de la restructuration de notre armée, en nous donnant les moyens de la doter de capacités opérationnelles. Vous parlez d'infiltrés, il nous appartient, à travers les différents services concernés, de pouvoir identifier, débusquer et, je dirais, sanctionner les coupables. Mais il est vrai que nous devons aussi, à l'inverse, cesser de nous lamenter et de prendre nos responsabilités en prenant les devants. Ne subissons pas les événements, allons au-devant des événements. Anticiper. Nous devons anticiper. Vous savez, en 2023, la capacité d'anticiper fait partie de ces stratégies que mettent en place les États pour se prémunir contre des risques ou contre des menaces qui peuvent mettre en péril la survie d'un État ou d'une nation. Donc nous ne devons pas faire exception et nous devons nous engager résolument sur cette voie-là. Quand le président Sassou considère Kagame comme un leader en Afrique, et pensez-vous que le président Félix peut se sentir lésé? Parce que, vous savez, chaque président de la République dans son pays est un leader. Dire d'un chef d'État d'un pays voisin, ami ou autre, qu'il est un leader, nous sommes dans, mais notre ennemi, dans les convenances. Nous ne devons pas tout ramener à nous.
C'est ça qui est important. Okay. Nous avons des intérêts à préserver. On est tout à fait d'accord. Mais nous ne devons pas jeter la pierre aux autres. Parce que ça, c'est un signe de faiblesse. Nous devons nous battre pour faire prévaloir nos intérêts, pour vivre en bonne intelligence avec nos différents voisins, savoir ce que nous voulons, quand nous voulons, et surtout avec qui. C'est ça qui est important. Mais nous ne pouvons pas juger un pays frère et ami sur la nature de ses relations ou sur la manière dont elle gère ou qu'elle mène sa diplomatie, parce que là, ça devient l'intérêt d'un pays voisin, ami ou frère. Et là, nous entrons dans d'autres considérations. Est-ce que vous avez suivi Herman Cohen, ce qu'il avait dit sur les chefs de l'État? Pensez-vous que le chef de l'État est un faible ou soit il épate toujours les gens facilement? Herman Cohen est intéressant parce qu'il aime commenter l'actualité. Bon, moi, je ne commenterai pas les commentaires d'Herman Cohen. Mais ce qu'il avait dit, c'est vrai. Il est dans son rôle. Il est allé à côté. Mais Herman Cohen est souvent allé à côté. Il est dans la posture de ceux qui aiment donner des leçons ou distribuer des points. Et donc, je lui laisse cette responsabilité-là. Voilà, évoluons avec Monsieur Henri Désiré Nzouzi, expert en politique étrangère. Parlons-en, Monsieur Henri Désiré Nzouzi. L'actualité en Afrique reste dominée également par les putsch. Au Niger, on en parle. Il y a l'ancien président qui a été inversé. Alors, Monsieur Henri Désiré, on parle du Niger. Pensez-vous que ce vent en Afrique doit être d'actualité ou il y a un moyen d'arrêter ça? D'abord, il faut quand même rappeler que Mohamed Bazoum, le président nigérien qui a été déchu, a été élu démocratiquement fin 2020 et investi le 21 février 2021. Et donc, le Niger sort d'un processus démocratique, d'un processus électoral sanctionné par les urnes. Et depuis 2 ans et demi à peu près, il était en train de mettre en œuvre un certain nombre de réformes qui n'ont pas été jugées suffisamment rapides, probablement par une partie de l'opinion, d'où cette montée de l'impatience et cette prise de responsabilité des militaires qui a abouti à la situation que nous connaissons depuis le 26 juillet dernier. Avant cela, nous avons eu 3 autres pays, on peut les citer, la Guinée, le Mali et le Burkina, qui sont passés par là, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il faut quand même faire la différence avec notamment derrière chaque putsch, il y a une motivation. Alors, le Mali et le Burkina ont un point commun, c'est la situation sécuritaire interne, très compliquée. Et on a fait grief aux chefs d'État qui ont été mis de côté de n'avoir pas été en capacité de régler cette situation, d'où cette initiative prise par les militaires pour aboutir à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Pour ce qui est de la Guinée, il y a eu une gestion et une gouvernance totalement erratique du président Alpha Condé, qui a incité donc Mamadi Doumbouya à prendre ses responsabilités en tant que responsable de la garde prétorienne. C'est d'ailleurs le même type de commandement qui a pris les devants au Niger, mais c'est toujours au départ des griefs sur une incapacité réelle ou supposée d'assumer un leadership responsable par rapport à la situation sécuritaire, ou la capacité réelle ou supposée de ne pas pouvoir aller au bout des réformes, qui fait monter une forme d'impatience et qui aboutit à ce genre de situation. Je pense que le principe du coup d'État doit être combattu. Il y a eu des circonstances exceptionnelles dans le passé, on en a connu beaucoup, mais nous sommes entrés dans une ère où nous devons nous abstenir de sortir du cadre, ou en tout cas de l'ordre constitutionnel, lorsqu'il est, je dirais, mis en place. Et vous avez 3 pays sur les 4 qui ont connu un processus électoral, je ne dirais pas exemplaire, mais qui a abouti à un résultat qui a été unanimement salué, et qui ont tous été interrompus pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, quand le président George Weah essaie un peu d'analyser à sa manière, quand vous avez des présidents africains qui chamboulent l'ordre constitutionnel,
Est-ce que vous ne voyez pas que le président libérien a raison de dire, oui. Là, il ne faut pas assez condamner les militaires parce que vous encouragez ces... Mais là, vous n'avez qu'un seul cas sur les... C'est pour ça que j'ai bien pris soin de parler de 3 sur 4. Le quatrième cas, c'est celui, effectivement, de la Guinée, où on a vu, effectivement, Alpha Condé se maintenir et finalement se lancer dans un troisième mandat qui lui aurait été finalement fatal. Effectivement. Mais encore une fois, il existe des voies beaucoup moins brutales. Cela étant, quand on est devant le fait accompli, nous avons 2 attitudes. Soit nous fermons les yeux, nous acceptons la situation, soit nous sommes dans une forme de réalisme qui nous conduit à nous adapter à la situation nouvelle et essayer de créer les conditions d'une normalisation de la situation. Et c'est là que on va certainement aborder la question de la CEDEAO, et c'est là qu'interviennent effectivement les pays voisins, car je rappelle que tous les pays qui ont été touchés de près ou de loin par ces putschs font partie d'une même zone économique et monétaire, à l'exception de la Guinée, bien sûr, qui n'utilise pas le franc CFA. Voilà. Parce qu'on en parle, il y a le peuple de ces pays qui s'énerve en disant il faut chasser maintenant la France parce que la France a une influence négative sur leur pays. Pensez-vous, si ce peuple est derrière les putschistes, est-ce la France peut faire quelque chose, ou soit nous risquons d'avoir une guerre civile peut-être? Alors, d'abord, c'est très compliqué. Quand on dit le peuple est derrière les putschistes, moi je n'ai aucun élément. Non, on a vu quand même la population oui, mais bon, en train d'encourager aussi, dire que la France doit quitter. Oui, mais la population, d'accord, vous avez un échantillon représentatif. Enfin, j'espère en tout cas, à la télévision, vous avez vu les images devant l'ambassade de France, etc. On ne peut pas généraliser et tirer de telles conclusions. Maintenant, sur le papier, ceux qui commettent ces coups d'État-là ont intérêt, pour la consommation intérieure, à stigmatiser notamment la France pour son rôle historique dans la situation. Son influence mauvaise. Et son influence mauvaise sur certains pays africains aussi. Oui, probablement, mais encore une fois, il faut d'abord analyser les vraies causes, parce qu'on ne peut pas dire à la fois que c'est à cause de l'influence négative de la France, et puis dire que nous avons pris nos responsabilités parce que nous estimons que les réformes ne vont pas assez vite, parce qu'il y a un problème de sécurité, etc. Je rappelle que la France avait déployé Barkhane dans la zone sahélo-sahélienne avec plus de 5400 hommes. Maintenant, le dispositif a été considérablement réduit. C'est un pays qui a aussi payé un très très lourd tribut en perdant notamment des hommes qui étaient venus en principe. Mais parce que la France aussi gagne. Bien sûr, on est la bien France a aussi les bien intérêts sûr. en envoyant des soldats là-bas. Parce que on est bien d'accord. Effectivement. L'Afrique, hein, effectivement. La France, Moi, je dis simplement que si la part de responsabilité de la France ne fait aucun doute, nous devons aussi nous pencher sur la part de responsabilité des différents gouvernements, des différentes élites de ces différents pays, qui elles aussi, ces élites, ont à leur manière contribué à cette situation. Comment faire pour mettre la France en dehors de l'Afrique? Est-ce une mission impossible parce qu'il n'y a aucun pays africain qui s'ingère dans la politique française? Est-ce que nous devons être récolonisés d'une autre manière? Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui pense avoir le pouvoir de gérer le président africain. C'est comme si les présidents africains, c'est des marionnettes. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Je vais essayer d'être très très bref. Historiquement, vous le savez, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, ceux aussi du Maghreb, ont été colonisés par la France. Et la France a gardé dans ces pays des liens particulièrement forts. Lorsque la plupart de ces pays ont accédé à leur indépendance, la France a maintenu en fait un réseau d'influence pour lui permettre d'y maintenir et d'y préserver des intérêts. Cela s'est fait de manière assez maladroite d'ailleurs, puisque cela a notamment incité certains responsables politiques français de penser que l'Afrique restait une chasse gardée. Mais vous avez aussi l'effet inverse. Vous aviez
dans les années 80-90, un chef d'État africain, en l'occurrence Omar Bongo, président du Gabon, qui lui avait le pouvoir de faire démettre du gouvernement français tel ou tel ministre qui ne lui à l'époque de plaisait pas. Chirac. Hein. À l'époque de Chirac, bien évidemment. Et donc, vous avez vu effectivement ce rôle un peu ambigu entre la France et certaines élites africaines, des liens de connivence, etc., et qui ont, année après année, irrité pas mal de gens sur le rôle que pouvait jouer effectivement la France, notamment dans la gouvernance de certains pays. Et lorsque l'on pense évidemment à la monnaie, qui est le franc CFA, avec notamment la convertibilité qui reste étroitement liée d'abord au franc français, ensuite à l'euro, on pouvait effectivement s'étonner du fait que les réserves des différentes banques centrales africaines utilisant l'euro, le franc CFA pardon, comme monnaie, était logées à la Banque de France. Et donc il y avait ce lien qui rendait encore davantage dépendants ces pays africains, et vous avez vu progressivement la montée en puissance d'une génération de leaders, qu'ils soient politiques ou de la société civile africaine, souhaiter une forme d'affranchissement par rapport à cette situation-là. Et ce qui les a probablement aidés, ce sont les choix hasardeux que la France, que certains gouvernements français ont fait, et leur manière d'aborder les problèmes sur le continent avec beaucoup de condescendance, beaucoup de mépris, avec un esprit paternaliste, ce qui a eu le don d'irriter les opinions publiques africaines, avec une succession de maladresses au niveau de la communication. Tout le monde se souvient de ce que disait notamment Sarkozy à Dakar sur l'homme, l'Africain, qui n'était pas entré suffisamment dans l'histoire, ou quand le président Macron, devant le chef de l'État congolais, dit que voilà, des choses n'ont pas été suffisamment faites, etc. Donc c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez effectivement des gens qui prennent leurs responsabilités. Ça a été le cas du Burkina, ils ont chassé carrément les troupes françaises, le Mali a carrément expulsé l'ambassadeur, il y a eu la demande de retrait de Barkhane, etc. Donc il y a eu cette montée en puissance d'une nouvelle manière d'appréhender les relations avec la France, une manière de les rééquilibrer pour faire en sorte que ces pays ne soient plus des faire-valoir. Et je terminerai par ceci en vous disant que lors du vote à l'Assemblée générale, en tout cas lorsque le vote a été demandé en février-mars 2022 sur la situation en Ukraine, vous avez vu beaucoup de pays africains qui traditionnellement suivaient les consignes de Paris, soit s'abstenir ou voter contre, parce qu'il y avait déjà un début de prise de conscience et de liberté. Alors, M. Henri Désiré Nzouzi, une question un peu directe. Il y a certains analystes français qui pensent que c'est la politique de l'actuel président Macron qui fait à ce que la France puisse perdre son influence sur le pays africain. Alors, la deuxième question, est-ce le pays africain, en perdant l'influence de la France sur eux, nous risquons gros? Non, on a changé d'époque. En fait, la France a commencé à perdre son influence lorsque l'on a vu émerger de nouvelles puissances qui avaient, elles aussi, l'ambition de prendre pied sur le continent avec une approche totalement différente. La France et certains pays occidentaux avaient une approche paternaliste, faite de conditionnalité, tandis que d'autres acteurs comme la Chine, la Russie, la Turquie venaient avec je dirais, une perception un peu différente de partenariat. On était beaucoup plus dans le gagnant-gagnant, ou en tout cas dans moins de conditionnalité, on était moins donneur de leçons. Là où les Occidentaux demandaient absolument des efforts en matière de démocratie et de droits de l'homme, vous avez, au niveau des Chinois, des Russes et même des Turcs aujourd'hui, une volonté de ne pas interférer dans les affaires intérieures. Et en cela, si ces trois pays que je viens de citer sont plus facilement accueillis à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils donnent en tout cas l'impression de respecter leur interlocuteur lors de la prise de contact, contrairement à la France qui avait peut-être une manière un peu présomptueuse et paternaliste d'aborder les questions, en infantilisant ses interlocuteurs. Alors, M. Henri Désiré Nzouzi, nous allons rester d'abord sur la situation qui passe au Niger. Donc, le président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, j'ai suivi hier un peu plusieurs plateaux. On dit qu'il est en otage.
Il y a ceux qui pensent qu'il est incarcéré, ainsi de suite. Maintenant, la CEDEAO a donné un ultimatum pour dire qu'il faut trouver une solution à l'amiable, sinon ils doivent prendre la décision de faire la guerre, utiliser les armes. Pensez-vous que le général nigérien doit obtempérer ou doit rester dans sa logique? Quelle serait la meilleure méthode ou la meilleure décision? Alors, puisque vous évoquez l'éventualité d'une intervention militaire, il faut savoir sur quels critères et sur quels, je dirais, dispositifs cela reposerait ou s'appuierait. Je rappelle qu'au sein de la CEDEAO, vous avez une brigade d'intervention que l'on appelle ECOMOG, c'est en anglais, hein, l'acronyme de ECOMOG. Pour faire court, ce sont les casques blancs, par opposition aux casques bleus, qui est une brigade d'intervention qui a eu à ce jour 5 grandes missions. Cette brigade, cette intervention militaire de la CEDEAO s'est faite dans 5 pays au cours des 30 dernières années. Il y a eu d'abord une intervention dans les guerres civiles du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. Ensuite, vous avez eu, dans le cadre de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, en 2013, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont apporté assistance à l'armée malienne pour essayer de stabiliser la situation à la suite justement des incursions et des attaques des groupes djihadistes. Mais le seul cas de figure où il y a eu une intervention dans le cadre d'un processus politique interne qui n'a pas abouti à des violences dans un premier temps, mais qui mettait en péril l'ordre et la sécurité, c'était en Gambie. En 2017, au mois de janvier, lorsqu'il y a eu un contentieux électoral entre le président sortant et le président et son challenger. Et là, effectivement, la CEDEAO a envoyé effectivement des troupes pour essayer de stabiliser la situation. Globalement, toutes ces missions ont été couronnées de succès, mais on sait depuis environ 7-8 ans que ECOMOG, en fait, cette brigade n'a pas les moyens pour fonctionner correctement. Vous avez l'épine dorsale qui est le Nigeria, qui est la puissance dominante. Je rappelle que le Nigeria, qui est la première économie du continent, c'est 65% du PIB de la zone CEDEAO. Vous voyez déjà de quoi nous parlons. Et le président Tinubu, le président nigérian, depuis sa prise de fonction en tant que président de l'exercice de la CEDEAO, mène une politique extrêmement agressive. Mais bon, venant des Nigérians, c'est pas étonnant. Ils sont extrêmement dynamiques et proactifs, donc ils prennent leurs responsabilités. Et là, si jamais l'intervention se fait, même si à titre personnel, je ne pense pas qu'elle se fera, ce sera la première fois qu'elle se fera pour non pas faire la guerre dans un pays membre de la CEDEAO, mais ce serait pour libérer, exfiltrer ou rétablir en fonction un président qui avait été démocratiquement élu. Et le dernier précédent remonte, je viens de le dire, à 2017, lorsque en Gambie, il y a eu ce contentieux entre les deux candidats à la présidentielle. Et c'est vrai que l'intervention de la CEDEAO, militairement, a permis de rétablir les choses. Et aujourd'hui, les choses se font plus ou moins normalement dans ce pays-là. Il aurait fallu que la CEDEAO puisse d'abord épuiser tout l'arsenal de sanctions, commencer d'abord de manière graduelle avec des sanctions individuelles frappant individuellement les membres de la junte. Si cela ne suffit pas, c'est commencer par des sanctions économiques graduées. Ils ont même dit rien n'est va entrer encore en au sachant, pays. Oui, écoutez, le Bénin a fermé sa frontière déjà. Le Bénin, qui est le bon élève, le bon petit soldat de la CEDEAO, a décidé de fermer. Vous savez que le Niger est un pays enclavé, donc ça pose un vrai problème. Et d'ailleurs, je note que de tous les pays qui ont fait l'objet d'un putsch, il n'y en a qu'un qui a une façade maritime, c'est la Guinée. Mais tous les autres pays, Burkina, Mali et Niger, sont enclavés. Et donc, c'est des pays qui ont eu à souffrir effectivement des sanctions, mais le Niger souffrira davantage parce que
sa population. C'est un petit pays. Non, c'est un. Non, il semble que il semble que les pays dépendent toujours d'autres pays parce que tout ce que le pays consomme. Mais on peut se poser la question de savoir comment est-ce possible pour un pays qui fait partie des premiers producteurs mondiaux d'uranium et d'autres minerais, je dirais, stratégiques. On peut se poser effectivement la question, mais c'est un pays qui est extrêmement vulnérable. En fait, ce qu'on peut déplorer dans les sanctions, c'est que voilà la raison pour laquelle il faut chasser la France. Il semble que la France gagnait beaucoup et le peuple et les pays ne gagnaient pas. Alors, on dit beaucoup de choses, effectivement. Sur le papier, effectivement, la France, effectivement, exploitait à elle seule. Que c'était un président aussi docile. Quasiment 30% de la production d'uranium. Docile, je ne sais pas. Face aux Français, tout ce que les Français disaient, lui le faisait mais si, un bon élève. Si c'est la raison pour laquelle les militaires se sont donné beaucoup de mal pour le mettre de côté, bon, ok, très bien. Maintenant, il faut être sérieux et proposer quelque chose qui tienne la route. La CEDEAO, à mon sens, a commis une erreur psychologique, c'est celle de brandir le spectre d'une intervention militaire sans avoir pris la peine d'abord d'examiner de manière rationnelle toute la situation, de manière sereine. Elle serait bien inspirée si jamais, aujourd'hui, nous avons des signaux, des indicateurs clairs sur la détermination de cette junte à ne pas se laisser faire, c'est de faire ce qui a été fait au Burkina, en Guinée et au Mali, c'est de demander un chronogramme sur la manière la plus efficace et raisonnable de rétablir l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, si transition il faut qu'il y ait, c'est on y va dans quelles conditions, avec qui et dans quel délai. Alors, j'ai suivi également les Russes lancer un message, si la CEDEAO prend cette option de faire la guerre et la Russie va intervenir, est-ce une ingérence de la Russie au problème africain? Oui, parce que, encore une fois, nous sommes dans le cadre de la palabre africaine. On reproche beaucoup de choses à la CEDEAO, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui faire grief, c'est celle d'avoir des principes qui la régissent. Enlevons les accusations régulières d'infantilisation et d'influence de la France sur certains pays membres, etc. Ok, mais quand les Africains se réunissent et décident de sanctionner l'un d'entre eux, je pense qu'il y a déjà une forme d'avancée. Je rappelle qu'aujourd'hui... Peut-être injustement, sans tenir compte des réclamations des bouddhistes. Ça aussi, il faut... Non. Surtout si la population est derrière les bouddhistes. Alors, ça aussi, il faut voir ça avec un autre œil. Tout ça, ça reste encore à prouver, mais l'Union africaine a exclu de ses organes décisionnels le Burkina, le Mali, la Guinée. Aucun Africain digne de ce nom qui est pris de paix, de justice et de démocratie ne peut cautionner un coup d'État, surtout lorsque ce coup d'État intervient après un cycle électoral régulier. Je veux dire, donc, il ne faut pas qu'on vienne aussi nous raconter des histoires. Maintenant, qu'il y ait des impatiences qui se manifestent, ok, qu'il y ait des initiatives qui soient prises, ok, on l'a vu dans les différents pays, maintenant c'est le cas du Niger, essayons de sortir de ça par le haut. Si, au bout d'un certain temps, il y a effectivement de la part de la junte nigérienne une volonté d'aller au bout, alors ça ne sert à rien de souffler le feu sur les braises, il faudra à ce moment-là entrer dans une dynamique de négociation avec un chronogramme sérieux, mettant toutes les parties devant leurs responsabilités. Voilà. Notre RDC et d'autres pays africains pensent se renouveler, porter une autre robe, espérant qu'avec les Niger, ça va aller. Alors, messieurs Henri Désiré, nous y restons toujours en Afrique, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Donnez-moi la photo de monsieur Macky Sall, on en parle. Macky Sall, au début, semblait être un démocrate. Aujourd'hui, c'est un nouveau Poutine de l'Afrique. Est-ce vrai? Je ne sais pas. La politique intérieure sénégalaise peut être très complexe lorsque l'on n'a pas tous les éléments. Mais il est vrai que un opposant, en l'occurrence Ousmane Sonko, a plutôt été malmené ces derniers mois. Pour diverses raisons. Certains estiment qu'il était un candidat dangereux pour
Macky Sall. Mais ce dernier ayant renoncé à briller un troisième mandat, le centre de gravité de la politique sénégalaise s'est désormais déplacé vers la famille politique de Macky Sall, puisque il y a maintenant une véritable guerre de tranchées entre les différents prétendants. D'ailleurs, l'un d'entre eux, Amadouba, était ici, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. À l'heure actuelle, c'est le mieux positionné, puisque bon, il est Premier ministre, et donc forcément, il a, je dirais, la dimension politique nécessaire pour ce faire, mais il y a aussi d'autres profils. Donc en fait, aujourd'hui, Sonko est présenté à la fois par la gauche française et par une certaine opinion comme quelqu'un proche des frères musulmans. Et quand on sait qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez des pays qui luttent contre les mouvements djihadistes, effectivement, la peur de voir arriver dans le jeu politique sénégalais quelqu'un qui aurait, je parle au conditionnel, des accointances, eh bien, ça mobilise évidemment toutes les énergies contre cette personne-là, qui semble faire l'unanimité contre elle, dans certains cercles. Est-ce qu'il ne faut pas laisser la population trancher et avoir des intérêts La population, il faut dire que Sonko est très soutenu par les jeunes. Maintenant, la question, c'est est-ce que les jeunes ont toutes les clés en main pour décoder les enjeux actuels? Parce que très souvent, lorsque vous agissez dans la précipitation ou par passion, vous négligez en fait l'essentiel, parce que vous voulez satisfaire un besoin immédiat, sans réfléchir aux conséquences. C'est un peu ça la question. Voilà. Donnez-moi la photo de M. Ousmane Sonko, l'opposant du président Macky Sall. Quels sont les atouts de M. Sonko? Il est jeune, charismatique. Il bénéficie indéniablement d'un soutien d'une partie non négligeable de la jeunesse, qui a fini par s'identifier à lui, parce que cette jeunesse n'a pas toujours été, je dirais, bien nantie, on va dire. Elle connaît des difficultés d'emploi, l'avenir est incertain, il y a eu beaucoup de promesses non tenues. Et donc, à un moment donné, vous avez, au sein de cette jeunesse, une volonté de se tourner vers ce qui pourrait, de près ou de loin, ressembler à une forme d'aspiration, de perspective ou d'idéal. Et Ousmane Sonko a réussi de manière très habile à capter toutes ces aspirations-là, et ce qui le rend davantage, je dirais, populaire au sein de cette jeunesse, et ce qui bouscule évidemment l'élite traditionnelle, intellectuelle et politique du Sénégal, qui a rarement été habitué à ce genre de phénomène, il faut bien le dire. Alors, M. Henri Désiré Nzouzi, volant un peu, alors en Europe, on avait récemment le président Poutine recevoir plus de 40 quelques pays africains. Il y a les gens qui m'ont écrit, les gens qui ont voulu à ce que nous puissions recevoir. Est-ce que l'Afrique devait se livrer à un spectacle désolant comme ça? Il y a un président qui vous reçoit, comme Kabila recevait déjà un Kingakati, et pensez-vous que l'Afrique pouvait se réduire comme ça? Alors, d'abord une précision, c'est que il y a 3 ans, lors du premier sommet Russie-Afrique à Sochi, il y avait 44 chefs d'État qui avaient fait le déplacement. Et cette année, à Saint-Pétersbourg, ils étaient 17. Alors, on peut effectivement se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de présidents que prévu. Aujourd'hui, et je le répète encore une fois, les États n'ont que des intérêts. Okay. La Russie, engagée militairement en Ukraine, s'est considérablement isolée du reste du monde, mais a réussi néanmoins à diviser le continent africain et surtout à créer des lignes de fracture au niveau géopolitique et stratégique entre les alliés d'hier et certains pays africains en quête de nouveaux partenariats. Et la Russie a longtemps surfé, et continue d'ailleurs à surfer, à une forme de désamour qu'il y a de la part de certains pays africains vis-à-vis des Occidentaux qu'ils considèrent comme étant responsables d'une partie de leur malheur. Mais il y a aussi une question d'opportunité, ce que j'appelle le mobile et l'opportunité. C'est qu'avec la crise notamment des produits céréaliers, dont beaucoup de pays africains sont tributaires, il y a une volonté des Africains de vouloir aller à la source pour poser leurs problèmes.
Ce qui rend l'exercice pathétique, c'est quand on sait que potentiellement l'Afrique est un géant agricole, mais qu'il y a encore énormément de produits dont elle a besoin pour pouvoir assurer son indépendance alimentaire, alors qu'il suffit de créer des chaînes de valeur au niveau continental, plutôt que de se retrouver à 17 autour d'un seul homme. Et le même reproche avait été fait à Joe Biden lorsque, en décembre de l'année dernière, il avait reçu un nombre important de chefs d'État africains. Ce que l'on demande aux Africains, c'est d'arrêter de se précipiter à 10, 15, 20, 30 ou 40 autour d'un seul chef d'État, donc d'un seul pays, alors qu'en fait, je veux dire, ils constituent eux-mêmes une véritable puissance, mais chacun va y défendre à titre individuel son propre agenda. Ne vous laissez pas abuser par ces images. La photo de famille, elle est très belle, mais vous devez savoir qu'en coulisses, chacun des 17 chefs d'État qui sont allés à Saint-Pétersbourg sont allés d'abord négocier pour eux, pas pour l'Afrique. Et c'est ça la réalité. On a plutôt parlé de plus de 40 quelques. Non. Il y a peut-être eu 40 délégations, mais en termes de chefs d'État, il y en a eu 17 contre 44 lors de la première édition. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir un président africain puissant comme Mohamed Kadhafi? Est-ce nous aussi les Africains? C'est difficile. Est-ce nous aussi les Africains, on peut inviter le président européen et venir chez nous ici? Et si on nous invite, on se précipite pour aller là-bas. Ce n'est pas une humiliation. La RDC a accueilli le président français. Non, autant de présidents aussi autour d'un président africain. Oui. Mais parce que l'Afrique a tout, hein. Oui, bien sûr, effectivement. Vous avez effectivement des États qui pourraient éventuellement initier ce genre de rencontre, mais ça se fait déjà au niveau ministériel ou au niveau diplomatique. Je vais donner un exemple très très simple. Nous avons eu ici en RDC la plupart, tous les ambassadeurs de l'Union européenne, en ce compris la délégation, qui ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères pour discuter sur l'avenir des relations entre la RDC et l'Union européenne. C'est vrai que ce serait intéressant, mais techniquement difficile à réaliser pour nous de recevoir comme ça, vous imaginez, je ne sais pas, Madame Elisabeth Borne, Monsieur le Premier ministre britannique, le chancelier allemand ou la première ministre italienne venir à Kinshasa pour... ils ont d'autres chats à fouetter. Donc ça, et les présidents africains ils n'ont pas d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres chats à fouetter, mais ils n'ont pas à se précipiter en grand nombre. Il y a des cénacles où on peut par exemple parler d'égal à égal. Si vous me parlez de sommet Union africaine, Union européenne, ok, pas de problème, allez-y. Mais vous précipitez à Paris pour rencontrer Macron à 30 ou à Sochi. C'est humiliant. Non, c'est pas forcément humiliant, mais je crois qu'il y a un moment où il faut se faire respecter et d'éviter comme ça de prêter le flanc inutilement à la critique. Alors, ici, chaque président avait eu le temps de parler à Poutine, mais parmi les discours qui ont épaté les Africains, c'est M. Ibrahim Traoré. Qu'avez-vous retenu de son échange avec Poutine? Je suis resté quand même mitigé, parce que j'ai vu effectivement les commentaires. Il est jeune, il a 35 ans, il a visiblement beaucoup d'ambition. Je pense qu'il est profondément engagé dans ce qu'il fait, mais il ne doit pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. On peut effectivement critiquer un certain type de relation, mais il ne faut pas non plus créer les conditions d'une relation identique sous couvert d'une déception. Donc, on reproche une forme de néocolonisation de la part de certains partenaires, mais ce n'est pas en allant se donner, cette fois-ci, à un autre partenaire qui, à très court terme, pourra vous traiter exactement de la même manière que la manière dont vous avez été traité auparavant. Il n'y a rien de pire que de se donner en situation de faiblesse. Vous avez peur de Poutine Non, j'ai pas peur de Poutine. Il risque d'emballer les présidents africains et puis il devient plus... C'est pas ça. Vous savez, il faut qu'on arrête d'être naïf. La Russie défend ses intérêts en Afrique. Et elle a un bras armé qui s'appelle Wagner. Ok. C'est très pratique. Wagner, officiellement, est présent en Centrafrique.
officiellement au Mali, peut-être dans d'autres théâtres d'opération. On sait ce que Wagner y fait. C'est 3-4 choses. C'est sécuriser les institutions, accroître la capacité opérationnelle des armées, les accompagner dans leur lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi et surtout exploiter les ressources. Donc, la Russie ne va pas dans ces pays-là pour pour les beaux yeux. Pour les beaux yeux de ces pays-là. Il faut garder cela présent à l'esprit. C'est toujours... c'est un peu comme la vengeance. Hein. Si vous l'assouvissez vite, ou si vous satisfaisez un besoin immédiat, vous avez la satisfaction de l'avoir fait, et puis vous vous dites, ça y est, c'est fait. Mais maintenant, il faut voir ce qui vient après. Vous allez vous réveiller avec des regrets, avec des questionnements, et c'est là où le doute va commencer à s'installer. Donc, il faut savoir ce que l'on veut, et surtout avoir cette capacité à pouvoir changer de braquet lorsque vous vous rendez compte que vous êtes soit dans l'erreur ou dans tout autre. Alors, monsieur Henri Désiré Nzouzi, il nous reste 5 minutes, je cite. Ouais. Avec vous, parlons de ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez suivi le président Trump, il est encore devant la justice. Votre analyse, pensez-vous que Joe Biden a peur de l'homme, voilà pourquoi il lui crée des problèmes? Ou Trump paye. Ce n'est pas Biden qui crée des problèmes à Trump, c'est la justice qui s'est saisie d'un certain nombre de dossiers impliquant... Mais c'est la justice sous le joug de Biden. Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la justice n'est sous le joug de personne. C'est pour ça qu'il y a la Cour suprême, c'est pour ça qu'il y a... la justice aux États-Unis est indépendante. Demain, si Biden déconne, il aura des problèmes. Là, nous avons un président, un ancien président... des États-Unis, qui est poursuivi pour un certain nombre de griefs. La justice fera son travail, mais d'aucuns diront que cette justice se réveille à quelques mois de l'échéance, mais vous savez, le temps de la justice, ce n'est pas le temps politique, ce n'est pas le temps médiatique. Mais ce n'est certainement pas la Maison-Blanche qui orchestre tout ça contre Biden. Les Américains sont suffisamment matures pour se choisir les dirigeants voilà, qu'elle veut se donner. Quand on accuse Trump d'avoir gardé les dossiers d'État chez la maison... On n'accuse pas. Il y a eu des perquisitions et on a trouvé... je veux dire, vous savez, c'est très commode de se victimiser. Et de ce point de vue-là, Trump est plutôt bon. Il aime se faire victimiser. Il a le talent pour se faire... Mais il y a un moment où il ne pourra pas éternellement fuir ses responsabilités. Aujourd'hui, les charges contre lui sont accablantes. Il devra répondre devant la justice. Il n'a jamais fait ce qu'on appelle le remise et reprise avec Joe Biden? Mais vous connaissez le tempérament. Il n'aime pas perdre. Alors, il n'a jamais fait? Non. Alors, comment l'autre est entré en fonction pour avoir accès aux données d'État? Vous savez que durant son mandat, il a refusé que le portrait de Barack Obama soit installé à la Maison-Blanche. Parce que c'est un exercice citoyen que fait chaque président américain entrant, c'est d'honorer son prédécesseur. Il ne l'a jamais fait. C'est Biden qui l'a fait. Il n'a jamais voulu le faire. Quelle était sa motivation? Écoutez, il est ce qu'il est. Je veux dire, il a ses a priori, il a ses croyances, il a ses habitudes. C'est un homme entier. C'était un raciste? C'était un raciste? Je ne sais pas s'il est raciste, mais je pense qu'il a une certaine opinion des minorités et qu'il les traite telles qu'il les voit. Voilà, donc je ne peux pas vous dire autre chose. Selon les derniers sondages, il a presque 54% de la population derrière lui. Alors, pas de la population, de son parti. Il faut bien distinguer. Et les Républicains. Les Républicains. Oui, on peut s'étonner de ce décalage entre l'opinion qui lui est favorable au sein de son parti et les charges qui lui sont effectivement reprochées, ce qui montre bien que les affaires judiciaires, à un certain moment, impactent peu sur, je dirais, la perception qu'une certaine opinion qui lui est favorable peut avoir sur lui. Alors, M. Henri Désiré Nzouzi, nous citons avec vous. M. Philémon, les images du chef de l'État, il est allé quand même visiter certaines réalisations, parce qu'on dit que Tshisekedi, il veut réunifier les Congo, il veut également
mettre sa population dans de bonnes conditions. Quelle est votre analyse sur la gestion du régime Tshisekedi? Pensez-vous que l'homme est en train de relever les défis? Il y a un bilan qu'il devra présenter au moment opportun, et je pense que chacun pourra se forger une idée. Je pense que 4 ans après son élection, donc il a essayé d'avancer là où il pouvait. Il y a eu beaucoup d'écueils. Ces écueils sont encore présents, et je pense qu'il pourra réussir son pari à l'aune des choix qui seront faits, d'abord parmi, je dirais, les hommes et les femmes qui pourront l'accompagner, hein, s'il souhaite que cette vision se perpétue au-delà du 20 décembre prochain. Je pense que le vrai bilan, selon moi, et ça n'engage que moi, il aura lieu à la fin du second mandat, parce que je pense qu'il faut du temps pour pouvoir mener à bien les réformes. Monsieur Henri Désiré, le mot de la fin, regarde aussi la caméra. Les élections en République démocratique du Congo, pensez-vous, sans les opposants majeurs, Fayulu et les autres, on peut avoir les élections apaisées? C'est aussi votre mot de la fin. Oui, les élections, je pense que c'est une question de responsabilité. Tout le monde doit y mettre de la responsabilité et de cesser de se braquer inutilement. C'est un moment de cohésion nationale, de débat très important. Il faut que cela se fasse sans ostracisation, sans exclusion aucune, et dans l'intérêt bien compris des Congolais. Merci, Monsieur Henri Désiré Nzouzi. Je précise que vous êtes expert en politique étrangère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Suivez déjà cette émission sur la chaîne YouTube CSS TV. Vous allez voir cette émission ou sur au centre télévision. La rediffusion de cette émission à minuit et notre RDC est possible. Au revoir.